Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public enregistré en public à l'école alsacienne. C'est une nouvelle occasion de remercier l'école de son hospitalité et au cours duquel, Nouvel Esprit Public, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Lucille Schmidt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Pourquoi l'Ukraine ?» Il est ainsi chapeauté « La guerre donc, avec ses scènes et son lexique, ressurgit d'une histoire qu'on croyait à jamais enterrée en Europe, offensive militaire russe, résistance ukrainienne, offensive russe élargie, bombardement, frappe dite chirurgicale, colonnes de chars, combats de rue, couvre-feu, civils tués et blessés, dizaines de milliers de réfugiés sur les routes, déploiement des forces de réaction de l'OTAN au titre de la défense collective. Les prochains jours ou les prochaines semaines montreront si la force brutale l'emporte sur les appels aux négociations, matinée de sanctions sans précédent à l'encontre de la Russie. Après la question « Que veut Poutine ?», celle d'un précédent numéro du 1, nous avons voulu éclairer dans ce numéro les racines anciennes du conflit qui opposent la Russie d'aujourd'hui et avant elle l'URSS à l'Ukraine. Plongée historique qui montre comment le peuple ukrainien s'est formé dans une culture démocratique. Dans le cadre de nos BADA, si c'est pour la culture on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier le second entretien avec Olivier Mantéi, directeur général de la Philharmonie de Paris. Son livre « Dessous de scène », publié aux éditions de l'Arche, traite, par sauts et gambades, des questions d'esthétique, de la fragilité des égos, des rapports de la culture et de la politique, de l'héritage de Peter Brook, et finalement de l'ordinaire d'un métier hors de l'ordinaire. Exceptionnellement, nous mettrons en ligne dès ce soir l'enregistrement de nos échanges avec le public, tout à l'heure ici à l'école alsacienne, échanges sans aucun doute enrichis par la présence dans la salle de Sylvie Berman, ambassadeur de France en poste à Moscou de 2017 à 2019, mais aussi ancien ambassadeur à Pékin, et aussi par la présence d'un confrère qui vient de passer 7 ans en Russie, Étienne Bouche, et d'un ami russe à peine arrivé il y a quelques jours de son pays. Les inscriptions pour notre émission en public du 3 avril sont ouvertes sur notre site. Et je remercie tous les auditeurs, ils sont assez nombreux, qui nous ont suggéré des possibilités d'enregistrement en public pour mai et juin, mais j'y reviendrai à un autre moment. Intéressons-nous d'abord aux réactions et aux sanctions économiques contre la Russie. Ces derniers jours, les Occidentaux, Europe et États-Unis en tête, ont multiplié les annonces afin de dissuader Moscou de poursuivre ses assauts contre l'Ukraine. Même la Suisse a abandonné sa neutralité pour les appliquer, or elle est la première place mondiale pour le négoce d'hydrocarbures russes. Les sanctions frappent principalement les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports, un arsenal qui, selon le président Biden, dépasse tout ce qui a jamais été fait. En 2014, après l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass et le crash du vol MH17, les 27 avaient déjà fait le choix de mettre en place des sanctions, stratégie qu'ils répliquent aujourd'hui d'une manière beaucoup plus lourde. Les réserves de la Banque centrale russe placées dans l'Union européenne, mais aussi dans les pays du G7, sont gelées afin d'empêcher toute transaction ou rapatriement de ces liquidités vers la Russie. Les actifs financiers détenus dans l'Union de Vladimir Poutine, du chef de sa diplomatie Sergueï Lavrov, des hauts gradés militaires et de différents oligarques sont gelés. Au total, 488 personnes et entités sont visées pour le moment et les exportations de technologies cruciales de l'Union européenne vers la Russie sont suspendues, ce qui touche les composants électroniques, les logiciels, les équipements de l'industrie aéronautique et spatiale ou des pièces utiles au raffinage pétrolier. L'espace aérien européen est fermé aux compagnies russes depuis le 27 février à minuit. Bruxelles a banni les médias russes d'information Russia Today et Sputnik, tous deux financés par Moscou. Mardi, l'Union a débranché 7 banques russes du système financier international SWIFT. Elle n'a toutefois pas inclus 2 gros établissements financiers très liés au secteur des hydrocarbures. Le gaz russe représente 40% des importations de gaz de l'Union et un peu plus de 20% de sa consommation énergétique.
L'Allemagne a suspendu dès le 22 février le projet de gazoduc Nord Stream 2, déjà construit mais pas encore en fonctionnement. Exploité par Gazprom, il relie la Russie à l'Europe par l'Allemagne. Et pour l'instant, la Chine et l'Inde n'ont pas rejoint les appels occidentaux à sanctionner l'économie russe. Les pays arabes dépendants du blé russe restent discrets. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu lundi que les sanctions prises par les Occidentaux étaient lourdes et problématiques, tout en assurant que la Russie avait les capacités nécessaires pour compenser les dégâts. La Russie dispose de réserves de change de 630 milliards de dollars, 560 milliards d'euros, selon les chiffres de l'assureur crédit Coface, alimentée par la hausse des prix du gaz et du pétrole. Sa dette est extrêmement réduite, elle pesait seulement 17,5% de son PIB fin octobre 2021, alors qu'en France elle dépasse les 116%. La Russie représente 1,3% des exportations françaises et 1,7% de ses importations, principalement de gaz. L'impact le plus important sur l'économie française portera sur les prix de l'énergie. Sur cette question, Richard Verly. Lorsque l'on prend des sanctions dans une situation comme celle-là, dans un conflit aussi important que celui-là, il y a toujours 3 questions qui se posent. La première, c'est celle de la capacité du sanctionneur à les mettre en œuvre de façon unanime. Et ça, on peut dire que pour l'instant, ce défi-là a été réussi puisque l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, le Canada, se sont tous mis d'accord et arrivent à fonctionner de concert. Le deuxième défi, c'est évidemment le ciblage, parce que la question des sanctions, c'est toujours qui, au bout du compte, paye le prix de ces sanctions. Est-ce que c'est l'appareil politique visé ? Et dans ce cas, c'est l'appareil poutinien, à la fois composé de personnalités politiques militaires, mais aussi d'oligarques, qu'on estime extrêmement liés au pouvoir. Là aussi, semble-t-il, grâce à la mise en place d'une task force au niveau européen, au niveau américain, mais également maintenant au niveau français, au sein du ministère des Finances et des Douanes, il y a eu un ciblage assez précis qui permet de penser que ces sanctions, effectivement, paralyseront d'abord l'appareil de pouvoir autour de Vladimir Poutine plutôt que la population russe elle-même, parce que si elle devait pénaliser la population russe, le risque est évidemment toujours que sa population se soude autour de son pouvoir parce qu'elle en paierait le prix. Et enfin, la dernière question, c'est celle du calibrage, à savoir est-ce que le sanctionneur, donc dans notre cas l'Union européenne, ne va pas payer plus cher le prix des sanctions que l'entité visée. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour calibrer justement ces sanctions. Donc, si l'on regarde ces 3 critères, on peut dire que l'épreuve des sanctions, pour l'instant, a été plutôt réussie. L'examen des sanctions a été réussi. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est si elles fonctionnent. Il y a, je crois, 3, là aussi, éléments qui vont être devoir suivis de près. Le premier, c'est tout ce qui touche autour de la banque centrale et des circuits financiers. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on interdit à la Banque centrale de se refinancer au sein des marchés de capitaux internationaux, on pose d'extrêmes difficultés. Évidemment, tout le monde va se tourner vers la Chine pour savoir est-ce que la Chine va, par exemple, faire un prêt massif à la Russie. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. On n'a rien entendu de tel du côté de Pékin. La deuxième chose, c'est est-ce que ça va réussir à dissocier les oligarques du pouvoir de Vladimir Poutine, et est-ce que ça a un sens de les dissocier ? Autrement dit, est-ce que Vladimir Poutine est sensible aux arguments que peuvent lui faire entendre les oligarques qui sont plus ou moins liés à son pouvoir ? Là, je pense, et je parle sous le contrôle de gens qui suivent la Russie beaucoup mieux que moi. Moi, j'étais à Varsovie ces derniers jours, j'en reviens, j'ai parlé avec pas mal de responsables polonais qui, eux, passent leur temps à scruter la Russie. Tous m'ont plus ou moins affirmé qu'en réalité, Vladimir Poutine, il se fiche un peu du sort des oligarques. Son pouvoir est ailleurs et ce n'est pas parce que M. Abramovich, le patron de Chelsea, le club de foot anglais ou d'autres vont lui dire qu'il faudrait se calmer, qu'il va se calmer. Donc là, on peut avoir un doute. Et enfin, 3e élément, c'est bien évidemment la question de l'unité. Alors l'unité pour l'instant européenne, elle est là et la décision la plus symbolique de ce point de vue-là, c'est sans doute la décision allemande de couper le robinet de Nord Stream, qui d'ailleurs n'était pas encore ouvert, qui allait être ouvert, de ne pas l'ouvrir. Quand on pense à ce qu'est cette infrastructure, je crois qu'on l'oublie. Moi, je suis toujours frappé. On écrit Nord Stream dans nos journaux. On n'imagine pas ce que c'est. C'est-à-dire, c'était des travaux colossaux, un gazoduc sous-marin. Donc, avoir décidé, avec des investissements à la hauteur de ce chantier, avoir décidé de l'interrompre, c'est quand même une décision, ou plutôt de ne pas l'ouvrir, c'est une décision très importante. Après,
Bien évidemment, la conséquence sur les économies européennes va commencer à se faire sentir. Et je voudrais dire là un mot de la Suisse, puisque Philippe a eu la gentillesse d'en parler, si je puis dire. Là aussi, c'est très important, parce que la Suisse ne voulait pas. Le Conseil fédéral, vous l'imaginez, aurait préféré ne pas appliquer ces sanctions dans son intégralité pour respecter une neutralité dont le moins qu'on puisse dire à la lumière de l'histoire, c'est que son interprétation a été fort discutable. Mais dans ce cas précis, la Suisse n'a pas eu le choix. La Suisse n'a pas eu le choix, et elle n'a pas eu le choix, pas nécessairement en raison de la pression européenne, mais de la pression américaine. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas laissé le choix. Il fallait appliquer les sanctions, ou sinon, la Suisse se trouverait elle-même, en quelque sorte, mise au banc de la communauté financière internationale. Donc, à ce stade, je dirais que l'épreuve des sanctions a été plutôt bien menée par l'Occident, mais il y a le défi du calendrier. Est-ce que ça va marcher, et surtout, est-ce qu'on peut le supporter ? Lucille Schmidt. Oui, merci. Dans la ligne de ce que vient de dire Richard Verly, je crois que ce qui est important à remarquer, c'est que les sanctions économiques se sont beaucoup développées au XXe siècle comme arme de rétorsion lorsqu'on ne voulait pas entrer en guerre. Et en ce sens, ce qui est en train de se passer, c'est bien cela. C'est-à-dire que nous ne voulons pas entrer en guerre avec la Russie et donc nous mettons en œuvre un régime de sanctions économiques. La deuxième chose importante, c'est que le régime de ces sanctions économiques est beaucoup plus fort et beaucoup plus concerté et beaucoup plus efficace que ce qui était anticipé et que plusieurs commentateurs ont dit avec force que c'était, au fond, l'émergence d'une Europe puissance. Certes, mais la fragilité de cette Europe puissance, puisqu'elle émerge à l'occasion d'une guerre éclair qui est lancée par Vladimir Poutine, que nous n'avions pas réellement anticipée, à laquelle nous ne voulions pas croire, montre bien le dilemme dans lequel nous nous situons. Nous mettons en œuvre des sanctions économiques fortes sur le papier, mais lorsqu'il s'agira de monter en puissance par rapport à ces sanctions économiques, notamment sur la question du gaz, qui, comme l'a rappelé Philippe Meyer, le gaz russe représente aujourd'hui 40% des importations européennes et 20% de notre consommation énergétique, lorsqu'il s'agira de faire des sacrifices financiers et économiques, puisque c'est cela, un régime de sanctions qui dure, est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Ce sont des questions qui restent aujourd'hui posées à l'Union européenne, même si le consensus dans lequel s'est déroulé ce premier round de décision est quelque chose de remarquable. Remarquable, mais est-ce que cela va pour autant arrêter Vladimir Poutine ? C'est une question qui est posée, d'autant plus que nous ne connaissons pas la manière dont d'autres acteurs russes peuvent, au fond, entrer en résonance, influencer le président russe. Je crois que c'est un point essentiel. Richard Verly a parlé des oligarques en disant qu'au fond, ils étaient dans une dépendance totale à l'égard de Vladimir Poutine et qu'ils ne les écouteraient pas. Un certain nombre de commentateurs disent aujourd'hui qu'il faut tenir compte des classes moyennes russes, de la façon dont la société russe pourrait être à son tour affectée, puisque d'une certaine manière, les Russes ces classes moyennes russes auraient acheté en quelque sorte leur liberté civile par une absence de résistance ou en tout cas de positionnement sur la question démocratique. Est-ce que cela est vrai ? Nous en sommes vraiment réduits à un certain nombre d'interrogations sans mesurer la façon dont le pouvoir fonctionne en Russie, et ça c'est un point qui me semble essentiel. Troisième chose, sans doute, sur la question gazière notamment, nous ne sommes pas en Europe à égalité par rapport à cette dépendance au gaz russe. Comment va se comporter l'Allemagne ? Richard Verly a rappelé que la décision de ne pas mettre en fonction Nord Stream 2 était une décision très courageuse. On voit aussi que l'Allemagne a de son côté pris une position tout à fait révolutionnaire, si je puis dire, sur le fait de pouvoir envoyer des armes à l'Ukraine. Donc toute une série de positions classiques géopolitiques sont en train de bouger du côté des États européens. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Dans la deuxième étape, il sera quelque part une étape où les choses entrent dans le réel. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites en termes de communication, des décisions ont été prises sur le papier. Lorsque nous ressentirons la réalité de nos décisions, que se passera-t-il ? Et puis, peut-être un dernier point, on voit bien qu'il y a évidemment des calendriers différents entre l'offensive russe en Ukraine, entre la guerre menée par Poutine et la façon dont ces mesures vont en fait impacter réellement la Russie. Dans ce décalage temporel, qu'est-ce qui se passera en termes de détermination de l'Union européenne ? On voit bien que Vladimir Poutine essaie de jouer sur la question du fait que notre détermination ne durera pas à long terme, alors même que lui mène une guerre totale à l'Ukraine et qu'il souhaite en prendre le contrôle rapidement. François Bujon de l'État. C'est un sujet toujours difficile, les sanctions, parce que, pour toutes les raisons que Richard a très bien expliquées, et puis il y a des idées reçues dans l'opinion sur ce thème. Je pense que Flaubert aurait pu inscrire dans son dictionnaire des idées reçues une entrée sanctions. Et là, on aurait dit ne servent à rien, s'engosser. Ce serait le style flaubertien. C'est excessif.
les sanctions sont utiles, elles marchent quelquefois. L'idée qu'elles ne sont jamais efficaces est une idée fausse. Ce sont les sanctions qui ont permis de mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud, très largement, parce que c'était devenu insupportable pour le régime sud-africain. Et dans un autre cas que nous avons sous les yeux, qui est celui de l'Iran, les sanctions font mal au peuple iranien et à l'économie iranienne. Elles empêchent la production d'hydrocarbures en Iran selon son rythme qui serait normal. Et ce n'est pas pour rien que les Iraniens, chaque fois qu'on a une négociation avec eux, mettent comme précondition toujours la levée du régime des sanctions. C'est quelque chose qui les étrangle et qui les asphyxie. Donc, il ne faut pas verser dans cette idée un peu tarte à la crème que les sanctions, ça ne servent à rien, que c'est un aveu d'impuissance. Je dois dire que ça a été le cas assez récemment, pourtant, dans un certain nombre de crises, et notamment après l'annexion de la Crimée par la Russie. Les sanctions qui ont été adoptées en 2014 par l'Occident n'ont pas du tout servi à faire pression sur le régime russe. Alors cette fois-ci, c'est différent, dirais-je. Ça ne mérite peut-être pas toutes les hyperboles qu'on a entendues ces derniers jours, les sanctions dévastatrices, comme l'a dit M. Biden, les sanctions massives et douloureuses qui vont entraîner une asphyxie du fonctionnement de la Russie. On a entendu beaucoup de propos un peu hyperboliques et excessifs, mais le paquet de sanctions qui a été adopté, qui est en train de se mettre en place, vise à frapper l'économie russe dans son cœur, en réalité, et notamment d'asphyxier le système financier. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je dois dire. Le bannissement des banques russes du système SWIFT, le gel des actifs de la Banque centrale russe dans les pays hors Russie, tout ceci est quelque chose qui ne peut évidemment à terme qu'entraîner une certaine asphyxie de l'économie russe. On en voit d'ailleurs les premiers effets, puisque vous voyez les photographies des queues devant les distributeurs, de queues devant les banques russes. Il peut y avoir une panique bancaire. Le rouble a déjà baissé d'à peu près 50%. La bourse de Moscou est fermée et n'est pas à la veille de rouvrir. Croyez-moi, il y en a pour très longtemps. Donc, il y a des effets immédiats à court terme, et puis il va y avoir bien entendu des effets à long terme. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important dans les sanctions. La non-mise en œuvre de Nord Stream 2, la décision courageuse du gouvernement allemand, les sanctions financières, et notamment SWIFT et la Banque centrale, et bien entendu toutes celles qu'a mentionné Philippe sur les softwares, les semi-conducteurs, tous les importations russes de haute technologie, qui vont être extrêmement contrôlés, y compris les biens à double usage civil et militaire. Et ça, on veut faire confiance aux Américains pour être très rigoureux là-dessus, de même que la Commission de Bruxelles le sera. Alors, ça, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau aussi, ça, c'est sur le fond, si vous voulez, des sanctions. Mais dans la forme, ce qui est assez nouveau, c'est la façon dont les pays européens et les pays de l'Occident, d'une façon générale, ont adopté ces sanctions, c'est-à-dire la rapidité de la décision. On n'a pas traîné pendant des semaines, ça s'est fait en quelques jours. L'unanimité, qui a été très très grande dans le camp occidental et totale au sein de l'Union européenne, et la volonté affirmée de frapper au cœur de l'économie russe. Voilà, alors ça c'est nouveau. Évidemment, il ne faut pas se faire trop d'illusions. La Russie a les moyens de résister pendant certainement longtemps. Elle avait déjà d'ailleurs mis en place un certain nombre de dispositifs pour le cas où les sanctions viendraient à s'aggraver. Elle a cherché par exemple à mettre un système dérivé de SWIFT, si vous voulez, et limité aux banques russes, mais qui est encore très très limité pour l'instant et qui ne peut pas suppléer l'absence de SWIFT. Et elle a eu la prudence d'accumuler des réserves de change absolument considérables, puisqu'on les estime à environ 640 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui est considérable, effectivement, pour faire face à des mauvais jours. Donc, elle a les moyens de tenir quelque temps. Mais de toute façon, ne nous faisons pas d'illusions. Le processus va être très lent. Si asphyxie de l'économie russe il y a, ce qui reste à démontrer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ni dans les 2 premiers mois. Ça ne peut arriver qu'au bout d'un certain temps. Et il faut par conséquent, effectivement, que le front reste très soudé, le front, j'entends occidental, reste très soudé et ne se fissure pas. Il faut également prévoir une police, si j'ose exprimer ainsi, assez rigoureuse sur l'application des sanctions. Il faut s'assurer qu'elles sont bien appliquées et qu'elles sont bien mises en œuvre, et ne pas oublier que l'objectif principal, en dehors de l'économie russe, c'est l'opinion publique russe, c'est les oligarques, et il faut voir ce que, évidemment, les sanctions vont produire sur ces 2 centres de pression possible sur Poutine.
Jean-Louis Bourlange. Oui, quand je songe à ces sanctions, me revient à l'esprit un dessin pendant la guerre de 14-18, une célèbre caricature de Forain, où on voyait deux soldats dans les tranchées, discutant et disant, dont l'un disait à l'autre « pourvu qu'ils tiennent ». Et l'autre dit « qui ça ? L'arrière ». Et je crois que c'est quand même ça. Nous sommes dans une situation où il y a tout un peuple qui est vraiment promis à des souffrances inouïes. Nous n'en avons pas vu encore le quart de la moitié. Ce qui va se passer dans les jours qui viennent en Ukraine, même si ça n'atteint pas le degré d'horreur atteint à Grozny ou atteint à Alep, dans les précédentes opérations de même nature opérées par l'armée russe, ça va être absolument terrifiant. Et pour des raisons très solides, nous n'intervenons pas dans cette guerre. Et je crois qu'effectivement, rien ne serait plus dangereux que de transformer ce conflit en guerre mondiale. Donc on a des raisons assez fortes, mais elles ne sont pas très, très sympathiques. Nous sommes un peu, pour ceux qui ont vu quand ils étaient gosses, qui était mon cas, Alamo, Fort Alamo, on est dans cette situation où l'armée américaine dit à 300 km de là vont mourir des hommes qui défendent la liberté des États-Unis. Et là vont mourir des hommes et des femmes qui défendent la liberté des Européens, les valeurs des Européens, et qui défendent évidemment d'abord leur patrie. Or, pourvu qu'ils tiennent, ça n'est pas évident. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit sur le côté très, très réconfortant de la façon dont nous nous sommes engagés sur la voie des sanctions, à la fois par l'unité profonde qui a été révélée, qui est entièrement nouveau, notamment la conversion de nos amis allemands sous l'impulsion du nouveau chancelier à une logique de confrontation dont il assume pleinement les conséquences. C'est très nouveau, ça, c'est très très nouveau et c'est prodigieux. Moi, j'avais vu mes collègues de la commission des affaires étrangères de Bundestag il y a 3 semaines, un mois. On avait eu une conversation très un peu formelle pendant la séance de travail. Puis après, on a eu un dîner. Et pendant le dîner, ça s'était bien passé. Il y avait un peu de vin, il y avait des choses. Et je leur avais dit, quand est-ce que vous allez sortir de ce nanisme géopolitique? Vous ne pouvez pas continuer à dire nous ne voulons rien faire et nous sommes dans une situation géopolitiquement de grande neutralité. Et j'avais été très sensible au fait que, manifestement, dans les différents partis, ce propos était bien reçu. En réalité, et ce qu'a montré le chancelier, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose d'important. Donc on a unité, on a solidarité, on a rapidité et on a l'ampleur qui a été signalée par chacun d'entre vous, avec notamment cette mesure qui est à la limite d'une mesure de guerre, d'une mesure d'embargo, qui est le gel des avoirs de la Banque centrale russe. Mais au-delà de ça, je suis quand même très préoccupé. D'abord parce que il est hors de question, me semble-t-il, que ces sanctions fassent dévier M. Poutine, qui est fort agacé de la façon dont les choses se passent pour lui, le fasse dévier de son objectif final. Loin de là, il est prêt, il est effectivement mis au défi, sa capacité stratégique a été mise au défi, il ne peut que surenchérir, il a les moyens militaires de surenchérir, il y a l'assurance que les forces de l'OTAN, les forces de l'Union européenne et les États-Unis n'entreront pas en guerre, donc il ne va pas se priver. Donc les sanctions, l'annonce des sanctions, tout ça devait avoir un objectif, ou pouvait avoir un objectif à court terme, cet objectif ne sera pas atteint. Donc nous sommes dans le long terme. Nous sommes nécessairement dans le long terme. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le rapport de force dans le long terme? Eh bien, d'abord, il y a quand même 2 choses, vous l'avez signalé, c'est que nous sommes, nous aussi, très vulnérables. Nous sommes, nous aussi, très vulnérables. Nous sommes vulnérables sur le blé, l'ensemble du monde. Nous sommes vulnérables sur les engrais,
Nous sommes vulnérables sur la quantité de matières premières, d'énergie rare, le titane, etc., qui sont absolument nécessaires. On s'expose donc à une situation dans laquelle nous allons devoir encaisser, faire des sacrifices. Et d'autre part, moi je ne sens pas encore que la conscience européenne et occidentale est engagée sur un effort de longue haleine de sacrifice. Nous sommes un peu dans la situation que décrit Richelieu dans son testament, où les Français sont tout feu, tout flamme quand il s'agit de se mobiliser, mais très rapidement, ils ont du mal à réagir. Alors, les Allemands sont peut-être plus conscients, plus engagés sur la durée que nous ne sommes. Mais enfin, ça reste à démontrer. Je considère que quand même, nous avons, face à Poutine, nous avons 3 choses qui nous gênent. Une faiblesse idéologique, c'est-à-dire que les valeurs que nous défendons sont, en France notamment, on a une petite moitié de l'opinion publique qui a été sensible à Poutine. Or, comment peut-on, quand on est sensible à Poutine, être sensible à autre chose que ce qu'il y a de pire en nous ? C'est-à-dire le culte du chef, le culte de la violence, le nationalisme le plus étriqué, etc. D'autre part, le Parti démocrate, au sens, et en Amérique comme en France, comme en Europe, est affaibli par le wokisme, par l'incertitude où nous sommes sur l'universalité de nos valeurs. Sur le plan stratégique, qu'est-ce que nous attendons également exactement des sanctions ? À quel moment ça s'arrête ? Que pouvons-nous obtenir ? On n'a pas la moindre idée, et on a le sentiment que M. Poutine voudra toute l'Ukraine, parce qu'on ne voit pas comment il peut proposer une solution à moyen intermédiaire, et on ne voit pas comment une solution intermédiaire qui pourrait séduire Poutine pourrait être acceptable par M. Zelensky et par les Ukrainiens. Et enfin, cette incertitude de la volonté que j'ai exposée tout à l'heure, est-ce que nous serons dans la situation que décrivent les conscrits de forains ? Donc je crois que sur tout cela, nous sommes rentrés, on a changé de monde, on a changé d'univers, mais nous sommes tout à fait au début et nous devons faire une révolution non seulement intellectuelle, mais surtout morale. Nous devons accepter les logiques de contrainte, les logiques de mobilisation, les logiques d'effort sur le long terme si nous voulons rester dignes de ce que nous prétendons être. Jamais la phrase de Thucydide, que j'ai souvent citée ici, « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance », n'a été aussi nécessaire. Et la vaillance, ça n'est pas une valeur instantanée, c'est une valeur à long terme. Pour nous, le plus dur est devant nous. Je vous propose que nous enchaînions avec la question de l'Union européenne face à l'Ukraine. Comment gérer la question ukrainienne ? Au-delà des sanctions économiques, le 27 février a connu une succession de tournants historiques pour l'Europe. Le premier a été celui de l'Allemagne, qui a pour la première fois depuis 1945 décidé de livrer des armes à l'Ukraine et qui a promis d'investir massivement dans sa défense 100 milliards d'euros. La Suède, elle aussi, a rompu avec sa politique de ne pas livrer d'armes à un pays en guerre. La dernière fois, c'était en 1939, lorsqu'elle avait assisté la Finlande attaquée par l'Union soviétique. 19 pays européens, dont la France, la République tchèque, la Roumanie, le Portugal ou la Grèce, ont aussi annoncé leur volonté de faire parvenir des armes aux Ukrainiens. Décidées de façon bilatérale, ces livraisons seront financées par l'Europe via la facilité de paix. Les États membres ont accepté de débloquer 450 millions d'euros pour cela et 50 millions d'euros de plus pour la fourniture d'équipements de protection et de carburant à l'Ukraine. C'est la première fois que ce mécanisme est utilisé à cette fin et la somme allouée par cet instrument de politique étrangère européenne est inédite. Le Premier ministre polonais, Mateusz Mazowiecki, a appelé à doubler les dépenses pour la défense en Europe. Nous avons besoin d'une armée européenne forte. Ça n'est pas impossible et cela permettra à l'Europe de jouer enfin un rôle majeur. Au soutien militaire, les Européens ajoutent une aide humanitaire avec l'accueil des réfugiés aux frontières de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie, ainsi que dans les pays plus à l'ouest. Selon un pointage de l'ONU réalisé vendredi, 1 200 000 réfugiés ukrainiens ont déjà fui leur pays, tandis que l'Union prévoit que plus de 7 millions d'Ukrainiens
pourrait être déplacée en cas d'aggravation du conflit. Le courant de solidarité envers l'Ukraine se manifeste également par de très nombreux défilés populaires de Berlin à Prague et de Vilnius à Athènes. Le 28 février, le président Zelensky a demandé que son pays puisse bénéficier d'une procédure accélérée pour intégrer l'Union européenne avant de signer une demande officielle d'adhésion, demande qu'il a réitérée le lendemain dans un discours au Parlement européen où il a reçu une standing ovation. Un collectif de 116 personnalités a demandé d'envoyer un signal fort à la population ukrainienne en reconnaissant officiellement l'Ukraine comme État candidat à l'Union européenne. Selon un sondage de l'Institut ukrainien Rating Group publié le 17 février, 68% des sondés soutiennent l'adhésion à l'Union européenne. En 2015, l'Union européenne a reconnu les aspirations européennes de l'Ukraine et s'est félicitée de son choix européen. En 2017, le Parlement ukrainien a voté une loi faisant de l'adhésion à l'Union européenne un des objectifs stratégiques de la politique étrangère et sécuritaire de l'Ukraine. Cette loi, entrée en vigueur en 2019, inscrit cet objectif dans la constitution du pays. Cependant, un tel élargissement divise parmi les 27. François Bujon de l'Étang. Oui, voilà ce que Philippe vient de dire en conclusion de son introduction est essentiel. Les liens de l'Ukraine avec l'Union européenne sont absolument au cœur du drame actuel. Elles sont au cœur du drame actuel de plusieurs façons. D'abord parce qu'il est évident que l'aspiration à rejoindre l'Union européenne est vraiment à la racine de l'existence de la nouvelle Ukraine, celle qui s'est forgée progressivement au fil de ces dernières années, de ces dernières décennies, avec la révolution orange d'abord, et avec Maïdan surtout en 2014. C'est inscrit, l'objectif d'entrée dans l'Union européenne est inscrite dans la Constitution, au même titre d'ailleurs que l'objectif d'entrée dans l'OTAN, ce qui agite à la fois deux drapeaux rouges sous les yeux de Moscou, puisque pour Moscou, l'Union européenne, c'est rien du tout, et c'est simplement une antichambre de l'OTAN, finalement. C'est très largement comme cela qu'elle est considérée. Mais ce qui montre l'aspiration profonde, depuis la révolution orange, mais surtout depuis Maïdan en 2014, des Ukrainiens à rejoindre l'Union européenne. Alors ça, c'est un premier élément. Mais le second, c'est qu'au fond, c'est l'initiative de l'Union européenne, avec la proposition d'accord d'association en 2014, le traité de Vilnius, qui a déchaîné la révolution de Maïdan, et parce que M. Yanukovych, à l'époque, a fait obstacle à la mise en œuvre de cet accord. Il s'y est opposé, et c'est ce qui a provoqué l'insurrection de Maïdan, et par conséquent l'émergence de l'Ukraine nationaliste actuelle, que M. Poutine veut réduire, à laquelle il dénie le droit à l'existence en tant que nation et qu'il veut réunir à la Russie et à la Biélorussie pour en refaire cette grande Russie qui est évidemment son objectif. Alors, on peut s'interroger, et le tribunal de l'histoire se réunira là-dessus, sur les erreurs qu'ont pu commettre les Européens autour de 2014 quand ils ont préparé cet accord d'association. Elles sont très grandes. Moi, je me souviens très bien de cette époque. Les gouvernements de Paris, de Londres, de Berlin, à l'époque, n'ont pas fait suffisamment attention à ce qui était en train de se préparer, largement à l'initiative de la Pologne d'ailleurs et des États baltes, et ne se sont pas posé la question de savoir comment essayer de faire avaler à Moscou cet accord d'association. On aurait pu s'y prendre très différemment. Je ne veux pas reconstruire l'histoire, ça n'aurait aucun sens, mais nous avons une part de responsabilité dans cette affaire. C'était évidemment inacceptable pour la Russie, qui ne veut pas voir l'Ukraine s'éloigner d'elle, et surtout pas dans la direction de l'Europe. Alors, ça c'est pour bien comprendre que le problème du lien de l'Union européenne avec l'Ukraine est au cœur de la tragédie actuelle. Cela étant posé, il faut constater que devant le déclenchement du drame, à partir du 24 février, l'Union européenne a bien réagi dans l'ensemble. Elle est passée successivement de l'incrédulité à l'inquiétude, de l'inquiétude à la sidération et de la sidération à la condamnation unanime. Cette condamnation a été unanime, elle est forte, elle a été faite sans état d'âme. Les décisions sur les sanctions, je le redis, ont été prises rapidement et à l'unanimité. L'attitude de l'Allemagne a été cruciale et l'Allemagne change de paradigme, nous ne le dirons jamais assez. Elle l'a montré avec Nord Stream 2, elle l'a montré avec ses décisions dans le domaine militaire, et une immense vague de solidarité à l'égard de
Kiev et de l'Ukraine s'est levé en Europe, ce qui est parfaitement compréhensible. Alors ceci étant dit, je terminerai par une série de remarques sur le fait que dans tout ça, s'agissant des liens de l'Union européenne et de l'Ukraine pour l'avenir, il faut garder la tête froide. Monsieur Zelensky, bien entendu, joue ses cartes. Il demande à ce qu'on lui reconnaisse très tôt, selon une procédure accélérée, le droit d'être candidat à l'Union européenne. Et c'est tout à fait légitime de sa part et c'est logique. Mais il faut se garder de toute initiative précipitée dans ce domaine parce que nous sommes embarqués malheureusement dans une guerre qui va durer et dont on ne sait pas du tout quelle sera l'issue. Normalement, pour admettre un nouveau candidat ou même pour reconnaître la qualité de candidat à l'adhésion à un nouvel État, et nous en avons plein qui sont dans l'antichambre. Nous avons les États de la Yougoslavie, l'Albanie, etc., etc. Il faut un certain nombre de choses et il y a des exigences. Il y en a une notamment qu'on a négligée dans un cas, un triste cas, qui est celui de Chypre, qui est de ne pas avoir de conflit territorial avec ses voisins. Alors là, avec l'Ukraine, nous avons évidemment un problème majeur dans ce domaine. Et c'est un problème qui fait obstacle, à mon avis, à ce qu'on reconnaisse la qualité de candidat à l'Ukraine. Nous avons fait une exception, je vous l'ai dit, à Chypre, nous nous en repentons encore aujourd'hui. C'était évidemment une sottise. Il y a d'autres formules qui existeraient. Il y a la formule d'association, qu'on a déjà voulu utiliser en 2014, mais on peut envisager une association élargie sous une autre forme. Il faut tenir compte des opinions publiques européennes. Bien sûr, il y a la vague de formidable sympathie pour le peuple ukrainien, mais il y a aussi, nous le savons bien, dans nos opinions publiques, une espèce d'extrême fatigue à l'égard de l'élargissement, et notamment de l'élargissement vers l'Est. La Moldavie et la Géorgie ont emboîté le pas à l'Ukraine, et on fait acte à leur tour de candidature. La Moldavie, soit elle est en Europe, la Géorgie, à ma connaissance, ou alors vraiment, il faut que je révise mes conceptions de géographie, n'est pas en Europe. Tout ceci pose des problèmes absolument majeurs. Et puis, quelle Ukraine ? On ne sait pas quel sera le gouvernement ukrainien à qui nous aurons affaire dans quelques semaines. Il faut donc attendre. Est-ce que ce sera une Ukraine démembrée ? Est-ce que ce sera une Ukraine coupée en deux, divisée ? Est-ce qu'elle sera annexée à la Russie avec un gouvernement fantoche ? Toutes ces questions se posent et tant que nous ne voyons pas mieux ce qui va se dessiner, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Richard Verly. Alors, les journalistes ont un avantage sur les diplomates, c'est qu'ils sont dans l'instant, alors que les diplomates ont le devoir, en tout cas, de préparer l'avenir. Alors, être dans l'instant, ça donne l'avantage suivant. Dans le passé. Mais justement, j'allais y venir. Alors moi, je dois dire que je suis, en tant qu'observateur, un peu énervé par cette tendance généralisée partout à dire « si on avait su, on aurait fait mieux ». Je suis désolé, on n'a pas fait mieux, on s'est trompé. Ceux qui se sont trompés, ce sont les gouvernements de l'Union européenne, ce sont les diplomates de l'Union européenne, ce sont les technocrates de l'Union européenne. Désolé, messieurs et mesdames, si vous vous êtes trompés vis-à-vis de la Russie, de Vladimir Poutine, c'est trop tard. Donc, il y a un moment donné où il faut se dire qu'on referme cette porte-là, on ne va pas passer son temps à se flageller sur le thème si on avait traité mieux les Russes, ce qui est peut-être vrai, on n'en serait pas là. On en est là. Donc, ayons au moins maintenant le courage de regarder l'avenir. Donc, ma première remarque, c'est de dire la phase nostalgie qui nourrit en ce moment quantité de commentaires sur les radios et les télévisions, j'avoue que, à mon avis, c'est plus le sujet. Ça pourra redevenir le sujet lorsqu'on écrira des livres, mais pour l'instant, ça ne l'est plus et on doit le regretter. La deuxième chose sur l'élargissement, alors là, le danger qui est celui de l'élargissement automatique pour répondre à une crise, François l'a très bien décrit, l'élargissement ne peut pas être un mécanisme automatique qui permet de répondre à des crises. Je rappellerai juste un élément parce que celui-là, je le connais un peu. Il existe une boîte à outils. La boîte à outils, c'est celui des accords bilatéraux que la Suisse a passés avec l'Union européenne depuis la fin des années 90. La Suisse a décidé plus tard, récemment, de rejeter une offre de l'Union européenne d'en faire un accord cadre pour des raisons qui lui sont propres et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pendant 20 ans, la Suisse, au cœur de l'Europe, a fonctionné très bien avec l'Union européenne sur la base d'une centaine d'accords bilatéraux qui couvrent tous les domaines essentiels de la vie économique. Pourquoi ne pas utiliser cette boîte à outils ? Pourquoi ne pas proposer à ces pays, j'exclus la Géorgie compte tenu de ce que vous avez dit, mais parlons de la Moldavie, parlons de l'Ukraine de demain, pourquoi ne leur
ne pas leur proposer cette boîte à outils d'accords bilatéraux qui, après tout, a bien fonctionné et que l'Union européenne sait faire fonctionner, même si vis-à-vis de la Suisse, elle était lassée du fait que ça demandait beaucoup de travail et beaucoup de négociations, mais que je sache, les fonctionnaires de l'Union européenne sont faits pour ça. Enfin, troisième élément, moi je vois deux chances dans le conflit actuel. La première chance, c'est qu'on a la démonstration que les valeurs européennes, les valeurs d'état de droit, les valeurs de démocratie sont attaquées, sont attaquables et attaquées. C'est une chance, bien évidemment, parce qu'on n'est normalement jamais plus solide que quand on a un ennemi. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on a un ennemi, on peut toujours perdre face à lui. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de gagner. Mais la cohésion est assurée par l'ennemi et peut-être, comme on l'a dit à un moment donné de Donald Trump, mais là, la dimension n'a rien à voir, Poutine sera celui qui a fabriqué l'Europe de demain. Par contre, j'ai une vraie inquiétude sur ce débat, cet autre débat très théorique sur l'armée européenne. Alors, est-ce que les Polonais, quand ils parlent d'armée européenne, sont vraiment sincères ? Écoutez, moi je reviens de Varsovie, j'ai l'impression que très franchement, ce qui les intéresse, c'est l'OTAN. C'est les États-Unis. Quand ils parlent d'armée européenne, c'est pour faire plaisir à Bruxelles ou pour faire plaisir peut-être à la France. Mais au fond, on a un partage des rôles aujourd'hui. La sécurité, d'ailleurs, la pierre angulaire de la sécurité européenne, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Charles Michel, le président du Conseil européen. La pierre angulaire de la sécurité, c'est l'OTAN. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir davantage à un partage des rôles plus équilibré, avec une OTAN qui reste le parapluie sécuritaire incontournable et une Union européenne qui devrait mieux faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire l'économie, la prospérité, le respect de l'état de droit et le respect de la démocratie. Lucille Schmitt. Oui, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites par François Bujon de l'Étang et Richard Verly, et notamment le fait que la situation est d'abord mouvante. C'est-à-dire que, au fond, nous sommes convaincus qu'il faut faire un pas de plus vers l'Ukraine, parce que, évidemment, Volodymyr Zelensky nous le demande, mais aussi parce que tout simplement, il s'agit de montrer à Poutine notre détermination. Nous savons qu'il faut faire un pas de plus, mais par ailleurs, nous ne savons pas ce que ce pas de plus va signifier par rapport à la suite du conflit. Et François Bujon de l'Étang avait raison de rappeler que nous ne savons pas, d'ici quelques semaines, ce que sera la situation en Ukraine, et notamment s'il n'y aura pas un gouvernement à la botte de Moscou. Et dans cette perspective, est-ce que l'un des enjeux ne serait pas de dire que... Alors, la question est de savoir quand le dire, mais ne serait pas de dire que, de toute façon, nous ne reconnaîtrons jamais un gouvernement qui serait un gouvernement fantoche. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire ne pas accepter, au fond, ce que nous avons accepté en ce qui concerne la Crimée, l'annexion de fait et des sanctions ineffectives, et le fait que nous ayons laissé Vladimir Poutine faire en sorte que la Chine, quelque part, rende ces sanctions ineffectives. Donc il y a un sujet sur le pas de plus et la série de pas de plus qu'il faudra faire vis-à-vis de l'Ukraine, comment s'inscrire dans la temporalité. La deuxième chose qui a été rappelée par Richard Verly, c'est aussi la diversité des situations au niveau européen. Comment est-ce que nous pouvons prendre en considération le fait qu'un certain nombre de pays, certes, il y a une union entre les pays européens par rapport aux sanctions, comme ça a été rappelé, mais nous ne sommes pas tous dans la même situation géographique vis-à-vis de la Russie. Les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, tous ces pays sont dans une situation assez différente, évidemment, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, etc. Et par ailleurs, l'arsenal, comme ça a été rappelé, l'arsenal que nous avons à notre disposition dans le cadre d'une entrée, d'une adhésion à l'Union européenne, est un arsenal qui n'a rien à voir avec le contexte géopolitique et le contexte politique. Lorsque on nous dit qu'adhérer à l'Union européenne, c'est des années de négociations, qu'il faut une économie de ce type, qu'il faut des normes de ce type, alors même que l'Ukraine est en train d'être détruite, que des civils sont tués, ça a quelque chose de surréaliste. De quelle manière pouvons-nous introduire dans la relation entre l'Ukraine et l'Union européenne un langage qui ne soit pas le même et une discussion qui soit politique et stratégique, alors même que jusqu'à présent, l'ensemble de nos accords avec les pays, même s'il y avait un arrière-plan symbolique, était quelque chose de l'ordre de l'économie, de la finance et de la norme. Je terminerai en disant que cela pose la question de la puissance européenne d'une manière très claire. Jusqu'à présent, la puissance européenne, c'était d'abord une puissance d'influence, une puissance normative, une puissance économique, mettre des amendes aux GAFAM, alors qu'aujourd'hui, nous sommes face à la question d'une économie de la puissance classique, comme les États en portent, et comme aucun ensemble géopolitique et fédéral comme l'Union européenne n'en a jamais porté. Donc cela pose une question devant nous sur la hiérarchie de ces critères de la puissance européenne. Jean-Louis Bourlange. Oui, d'abord, je voudrais un peu m'associer à ce que vient de dire Richard sur la nostalgie et le passé. Moi, cher François, je me sens beaucoup moins coupable de maladresse. Bien sûr qu'on a été maladroit, les conditions dans lesquelles l'accord d'association a été négocié très mal
très mal communiqué à Moscou. Ça existe. On est toujours maladroit, hein, comme disait la vie, ça s'est toujours mal passé en histoire. Mais je trouve que les deux arguments qui nous sont opposés sont indéfendables. D'abord, l'OTAN. Je voudrais qu'on arrête de dire que, ce que dit M. Zemmour, qui répète mot à mot la rhétorique poutinienne, je crois que véritablement, nous n'avons aucune raison d'avoir honte de ce que nous avons fait avec l'OTAN. L'OTAN est une alliance purement défensive, voire excessivement pusillanime. Elle n'a réagi en rien face à l'occupation de la Hongrie, face à l'occupation de la Tchécoslovaquie. Elle a toujours été extrêmement prudente. C'est une alliance purement défensive qui ne menace personne. Devions-nous, au moment où des États qui avaient été asservis par l'Union soviétique pendant une quarantaine d'années, comme la Pologne, comme la Tchécoslovaquie, comme la Hongrie, et qui nous disaient, maintenant nous sommes libérés parce que les Russes sont obligés de canner, mais nous avons besoin d'être protégés et nous avons besoin d'un article de solidarité qui est l'article 5, au nom de quoi devions-nous leur dire, ah ben non, les gars, vous restez là, et puis quand les Russes voudront reprendre pied chez vous, vous serez tout seuls, comme ce qui se passe en Ukraine. Si nous ne l'avons pas fait sur l'Ukraine, c'est pour une raison très différente. C'est parce que l'Ukraine s'est séparée à l'amiable de l'URSS, enfin l'URSS de la Russie. L'URSS c'est auto-dissoute, et en réalité, nous n'avons... elle n'était pas dans une relation, même s'il y a eu un contentieux horrible dans les années 30, elle n'était pas dans une relation d'hostilité et de puissance dominée par rapport à la Russie. Donc, nous n'avions aucune raison de provoquer la Russie en disant « ce pays qui vous est très proche, nous l'entrons ». Nous sommes interrogés à partir du moment où il est devenu clair que à partir de la révolution orange, où il est devenu clair que l'Ukraine était menacée. Mais nous n'avons pas fait rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, et il est clair que toute la négociation qui a été conduite par les Occidentaux, à commencer par le président Macron, visait précisément à définir, en accord avec la Russie, un cadre de sécurité qui aurait été acceptable par tout le monde. Donc là, je trouve que nous ne sommes pas coupables. Sur l'accord d'association, même chose. Au nom de quoi pouvait-on refuser à l'Ukraine un destin de proximité économique, sociale et politique, mais pas du tout défensive, alors là, en l'occurrence, avec l'Ouest, pourquoi l'aurions-nous condamné à imiter la Biélorussie ou à imiter la kleptocratie tyrannique en honneur à Moscou? Donc je crois que là, il n'y avait aucune menace pour personne, et nous n'avons absolument pas à rougir de ce que nous avons fait. C'est d'ailleurs très significatif que du fait que les Russes ont beaucoup plus mal réagi à Maïdan qu'à Bucarest en 2008. Ils ont beaucoup plus mal réagi parce que Poutine sentait bien l'effet de contagion éventuelle de l'Ukraine sur le système intérieur russe. Alors voilà pour le passé. Alors sur l'adhésion, moi je suis tout à fait d'accord avec ceux qui préconisent, tout le monde je crois d'ailleurs ici, la prudence et je crois que l'union subito, comme on dit au Vatican, c'est absurde. Ça ne correspond pas à la possibilité à la possibilité d'intégration d'aucun pays dans l'Union européenne. Je crois que surtout l'adhésion à l'Union européenne, l'adhésion à l'OTAN, l'unité de l'État territorial ukrainien, tout le modèle économique, politique et économique et social, il est sur la table. Personne ne sait ce que sera l'Ukraine de demain. Et on sait que c'est là-dessus qu'on va négocier. La situation est quand même suffisamment dure, suffisamment difficile pour les Ukrainiens pour qu'on ne crée pas des préalables qui soient impossibles. En revanche, je pense qu'on peut très bien, et là, je crois que Richard a tout à fait raison d'invoquer l'exemple suisse, on peut invoquer l'exemple norvégien, on peut en invoquer beaucoup d'autres, et on peut même simplement invoquer une coopération politique. On pourrait très bien admettre, M. Zelensky, au Conseil européen,
sans avoir une adhésion complète. Et je crois que là, si on doit réfléchir, ça sera dans le cadre d'une Europe à cercle concentrique et de façon une Europe infiniment plus différenciée qu'elle n'est aujourd'hui. Mais ça, il ne faut pas confondre les temporalités. On aime beaucoup ce mot temporalité actuellement. Nous sommes dans l'immédiat, nous avons une confrontation extrêmement rude. Les Ukrainiens ont une guerre et nous avons une confrontation extrêmement rude avec les Russes sur les grands problèmes. Troisième observation, je crois aussi que le problème central actuellement, c'est l'OTAN. L'OTAN est sortie de sa mort cérébrale. L'Amérique, qui voulait le quitter, qui voulait s'occuper du Pacifique, a la tête remise dans les affaires européennes. Des pays qui étaient neutres de toute éternité, comme la Suède vient de faire passer un acte législatif autorisant son gouvernement à rejoindre l'OTAN. La Finlande n'est pas loin de le faire non plus. Donc nous sommes dans une situation extrêmement, et c'est là contraignante. Et alors là, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut réfléchir à l'élargissement du périmètre de l'OTAN? Il faut réfléchir au degré de mobilisation militaire et il faut réfléchir, et ça n'est pas facile du tout, au degré d'autonomie par rapport aux Américains. Je suis de ceux, et c'est pas populaire en France depuis longtemps, je suis de ceux qui pensent que la seule organisation de défense européenne, elle se fait plus ou moins dans le cadre de l'OTAN. C'est là où les Européens ont l'habitude de coopérer ensemble et de travailler. Donc c'est un fait dont il faut partir. Mais en revanche, il est clair que les Américains sont quand même pas très sûrs. Ils n'ont jamais été très sûrs. Ils n'ont pas toujours été sûrs. Ils nous ont lâchés, pour de bonnes raisons d'ailleurs, en 1956, au moment de la crise de Suez. Ils ont été très mous au moment de la crise de Berlin, et sans le général de Gaulle qui a relayé la crainte d'Adenauer, on n'aurait pas eu une réaction vive comme on l'a eu sur la crise de Berlin. Donc il y a toujours, et là, on sent bien que Biden est quand même très gêné. Il a tout de suite dit on n'interviendra pas. Il a tout de suite dit ce qui compte quand même le Pacifique, etc. Moi, il y a 4 mois. Mais mes amis baltes me disaient on est quand même préoccupés parce que nous, c'est Poutine et les Américains, c'est Xi. Et donc, on a un problème de savoir quelle est... Alors, dans la lettre de Biden-Macron, on dit défense européenne complémentaire. Mais que signifie ce complémentaire? Si ça, c'est la défense stratégique de l'Europe est entièrement américaine, on reste dans une situation un peu incertaine. Et si le complément, ça consiste à faire des opérations extérieures, comme en Afrique, sous pavillon européen, c'est possible, mais c'est pas ça. Or, nous allons vers une négociation, nous sommes dans une négociation sur la réforme de l'OTAN. Elle aboutit en principe au Conseil de Madrid à la fin du printemps, début de l'été. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment réfléchir à ce concept, parce que c'est là que ça se passe, et pas ailleurs. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais introduire, parce qu'après que j'ai signalé tout l'intérêt de La Grande Terreur, le livre de Robert Conquest, traduit dans la collection Bouquins et précédé de Sanglantes Moissons, son étude sur la famine provoquée en Ukraine par Staline est responsable de 4 à 6 millions de morts, de nombreux auditeurs m'ont recommandé le film d'Agnieszka Holland, L'ombre de Staline. Je n'avais pas vu ce film, il est accessible sur nombre de plateformes et il traite de façon saisissante non seulement de la famine elle-même, mais des obstacles que surmonta un jeune journaliste britannique, Gareth Jones, témoin volontaire et courageux de ce meurtre de masse, les difficultés qu'il rencontra pour faire connaître ce meurtre de masse dans son pays, la Grande-Bretagne et dans le monde, décrédibilisé qu'il fut par les idiots utiles du journalisme occidental, notamment par un correspondant à Moscou du New York Times, prix Pulitzer, Walter Duranty, qui, quoique parfaitement informé, rendit à Staline le service de démentir son confrère. Gareth Jones fut enlevé puis assassiné par les services soviétiques alors qu'il avait à peine 30 ans. Walter Duranty mourut en Floride, à 74 ans, sans que son prix Pulitzer ne lui ait été retiré. Curieusement, à la fin de ce film, quand cette affirmation se profile sur l'écran, m'est venue une parodie d'une phrase de Roosevelt après Pearl Harbor à propos de Walter Duranty, « May his name remain forever in infamy ». François Bujon de l'Étang.
Moi, puisque j'ai été traité à tort, d'ailleurs, de nostalgique, et par Richard Wehrli, et par... nostalgique de quoi, je me demande puisque Non, moi, je n'ai pas dit que j'étais nostalgique. Si. J'ai dit Et qu'il y puisque avait un je suis parti le On premier... réglerait ça au poker. Je suis le premier à... alors que ceci soit clair, je suis le premier à refuser totalement le discours victimaire kremlinesque et poutinien, le premier. Donc ne me traitez pas de nostalgique simplement parce que j'ai dit en passant que nous y étions pris comme des manches, ce que je maintiens, pour vendre l'accord d'association. Si jamais vous avez une brève, n'hésitez pas. Mais la vraie nostalgie, c'est pour relire les classiques dans les périodes de grande crise, parce qu'il n'y a rien de tel. Et comme on ne peut pas y aller pour l'instant, en Russie, je vous recommande de lire les impressions de voyage d'Alexandre Dumas, qui date de 1859, une bonne époque, puisqu'il est passé juste après la guerre de Crimée et juste avant la crise polonaise, et qu'il écrit avec cette plume inimitable et d'une extrême alacrité, non seulement son voyage en Russie, mais des digressions infinies sur l'histoire de Russie, des portraits rapides, le tout avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de façon très prime sautière, et justifiant ainsi, dernier mot si vous permettez Philippe, pour dire qu'il justifie ainsi sa réponse à un critique qui un jour lui disait « Vous prenez bien des libertés avec l'histoire ». Il répondait « Oui, mais avouez que je lui ai fait de bien jolis enfants ». Richard Wehrli. Je propose de revenir sur l'élection présidentielle française qui, quand même, en ce qui concerne ce pays, va jouer un rôle aussi dans la formulation de la politique tant vis-à-vis de l'Union européenne que vis-à-vis de la Russie ou de l'Ukraine. Et je voudrais recommander 2 livres qui, à mes yeux, sont assez miroirs, ou en tout cas qui se complètent bien, plus exactement. Le premier, il est consacré à Emmanuel Macron. Il est signé par Marc Endevel, qui, je crois, est un journaliste à Marianne. Et ça s'appelle « L'emprise ». Et ça décrit très bien, à mon sens, comment, derrière le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des changements tectoniques qui sont intervenus, qui ne sont pas peut-être ceux auxquels on s'attendait. C'est notamment tout le poids des lobbies, le contournement de l'État par les lobbies, par un certain nombre d'officines privées. C'est un livre très complet sur Emmanuel Macron et qu'on peut compléter par un livre original sur un adversaire d'Emmanuel Macron, à savoir Éric Zemmour. C'est celui qu'a écrit Hubert Prolongeau aux éditions Flammarion, cette fois, qui s'appelle « Mon année en Zemmourie ». C'est intéressant, ce sont 4 petits opus où Hubert Prolongeau raconte cette année passée sur les traces d'Éric Zemmour, et notamment, il dit à mon avis une chose très juste, c'est qu'Éric Zemmour, qui sans cesse fait référence à l'histoire, vous le savez, et aux grands auteurs, est profondément un homme de son époque, c'est-à-dire un homme de buzz, qui est capable de dire tout ou son contraire, pourvu que ça fasse de la mousse. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je voudrais recommander le livre de cette excellente journaliste au Figaro, qui est Isabelle Lasserre, Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. Alors, c'est un livre intéressant qui est sans complaisance pour Emmanuel Macron, qui dit toutes ses qualités, tous ses mérites, mais qui dit aussi les limites, notamment l'erreur d'analyse sur Poutine, précisément, au lieu... c'est quelqu'un qui a cru à la possibilité d'avoir un accord avec M. Poutine et qui a fait ce qu'il fallait pour avoir cet accord. Donc, on ne peut pas reprocher au président Macron d'avoir ignoré et snobé le président Poutine. Et à travers ce livre, on voit quand même une personnalité extrêmement forte se construire sur le plan de la politique étrangère. Et peut-être arrivons-nous au moment où, au terme du premier quinquennat, il a acquis la pleine maîtrise de la politique étrangère. Et le second quinquennat, qui n'est pas totalement impossible si on en juge par les sondages, le second quinquennat devrait nous permettre d'avoir les avantages de M. Macron sans en avoir les apprentissages. Lucille Schmitt. Écoutez, moi j'ai l'impression que ma brève va être un petit peu décalée par rapport à toutes ces questions autour d'Emmanuel Macron. Je voulais recommander un recueil de nouvelles qui s'appelle « Indice des feux » d'Antoine Desjardins. C'est un premier recueil de nouvelles d'un auteur québécois. Et en fait, le thème directeur de ces 7 nouvelles, c'est la façon dont nous sommes dérangés, quelque part modifiés, par tout ce qui se passe autour du dérèglement climatique. L'une de ces nouvelles, qui s'appelle « Feu doux », Indice des feux, c'est une référence à The Monster, en fait, le grand feu qui a embrasé l'Australie, vous savez, il y a 2 ans. L'une des nouvelles qui s'appelle « Feu doux » décrit par exemple la trajectoire d'un jeune homme promis à toutes les réussites en termes économiques, sociales, etc., porté par l'ambition de sa famille, venant d'un milieu modeste, et qui choisit au fond de se mettre de côté dans une forme de marginalité, et au fond toute la manière dont cela suscite une sorte de désarroi familial
par rapport à nos processus sociaux et la manière dont nous imaginons de projeter nos vies. Je trouve que c'est assez passionnant et je vous recommande vivement ce recueil de nouvelles Indices des feux. Je vous remercie. Je remercie Laurie Galigani et Christian Sory qui ont enregistré ici à l'École alsacienne cette émission. Je remercie Sophie Jacquin avec qui elle a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium que vous pourrez lire à partir de mardi, trouvé sur notre site. Nicolas Tourneau qui précisément veille au site tandis qu'Olivier Magloire veille à nos plateformes. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent et puis bien entendu je remercie une nouvelle fois de son hospitalité l'École alsacienne qui nous a permis d'être aujourd'hui en public et dans quelques instants d'enregistrer les échanges avec le public qui sont, comme je le disais tout à l'heure, enrichis par la présence de notre ancienne ambassadrice à Moscou, Sylvie Berman, de notre ancien ambassadeur à Moscou, Sylvie Berman, et par la présence de mon confrère Étienne Bouche et d'un ami russe, Vladimir, qui seront avec nous dans un moment. Merci à vous tous.